J'aimerais vous aider à réfléchir sur ce qui vous permettra effectivement de poser un choix dont vous pourrez être responsable, qui sera votre choix, voyez, et qui vous permettra de pouvoir poser des pierres d'attente pour construire votre vie. Hein, pour pouvoir, disaient les anciens, disaient les Grecs, arriver à vivre une vie réussie, une vie bonne. Un autre mot qu'ils utilisaient pour désigner cela, pour pouvoir avoir une vie heureuse. Car, vous voyez ce qui est intéressant, pourquoi le philosophe vient vous parler de ces questions-là? Il y a des conseillers d'orientation, il y a des psychologues d'orientation, il y a des coachs d'orientation, il y a des profs principales, bref, il y a tout un arsenal qui existe pour vous aider, pour vous accompagner à poser et à faire vos choix d'orientation. Et c'est très bien ainsi, hein, chacun apporte sa compétence. Que vient faire le philosophe dans cette histoire? Vous voyez de quoi il vient se mêler? On pourrait se dire, et vous avez de la philo cette année, que le philosophe se pose des questions qui souvent semblent un peu abstraites et pour lesquelles on ne voit pas trop le lien avec notre vie concrète. En fait, il n'en est pas ainsi, il n'en va pas ainsi. À l'origine, la philosophie, et peut-être cela vous a été dit, et le terme le dit, hein, de philosophie, à l'étymologie, qu'est-ce que ça veut dire philosophie? Il y a deux mots grecs qui composent ce terme, philo, sophia. Philo, ça veut dire je désire, j'aime. Sophia, le savoir, la sagesse. Donc, vous voyez, derrière la question de la philosophie, et vous allez voir que ça concerne directement notre question de choix, il y a le fait de désirer la sagesse et de mettre, et la sagesse qui est liée au savoir, et le désir donc de mettre son intelligence au service de sa vie, pour éclairer sa vie. Vous voyez, ce n'est pas d'abord le philosophe quelqu'un qui va effectivement se questionner sur des questions, sur des sujets qui n'intéressent personne. Le philosophe, c'est celui qui met son intelligence au service de sa vie pour réussir sa vie, pour devenir aussi sage qu'il est possible, hein, pour pouvoir atteindre le bonheur autant qu'il est possible. Donc il y a vraiment une chose qui est essentielle. Et au fond, de ce point de vue-là, tout être humain qui a une intelligence doit être philosophe dans l'âme. Alors il n'est pas forcément un philosophe de métier, un prof de philo, comme je le suis, mais au moins avec cette intelligence, cette capacité d'éclairer ce qui peut être bon et peut-être ce qu'il faut éviter pour pouvoir, je dirais, grandir. L'enjeu, et donc à l'époque grecque, il y avait des écoles de philosophie, plusieurs écoles de philosophie, et qu'est-ce qui faisait qu'on rentrait dans une école de philosophie plutôt qu'une autre? Eh bien, c'était en fonction du choix de la vie qu'on voulait mener. Donc la question du choix de vie était à l'origine, je dirais, des études de philosophie à l'époque. Hein, alors, simplement pour les citer, et les noms vous seront familiers, vous allez voir, il y avait la grande école de Platon, hein, qui s'appelait l'Académie. Alors, vous voyez que ce terme a eu une histoire, aujourd'hui on parle de l'Académie. Hein. C'était une école de philosophie qui a été fondée par le grand philosophe Platon. Une deuxième école, et le nom vous est encore plus familier, qui s'appelait le lycée. Vous voyez, qui a donné le nom dans l'établissement dans lequel vous êtes, qui était l'établissement, qui était l'école d'Aristote, qui était un disciple de Platon. Bon, peu importe, mais pour vous montrer que tous ces termes que vous connaissez aujourd'hui ont une histoire assez ancienne et s'enracinent dans la philosophie, dans des écoles de philosophie. Et donc, quel était le but de ces jeunes gens, comme vous êtes? Eh bien, c'était de pouvoir, en entrant dans une école, être capable de faire un choix de vie pour être capable de réussir sa vie. J'avais un vieux professeur de philosophie quand j'étais étudiant qui nous disait « Mais pourquoi voulez-vous faire de la philosophie ?» Et en fait, il faisait la question, puis il faisait aussi la réponse. Vous voulez faire de la philosophie pour être mieux intelligent. Alors on était très, très flattés de savoir qu'on allait devenir mieux intelligent en faisant de la philo, mais il ne s'arrêtait pas là. Et pourquoi voulez-vous être mieux intelligent? Vous voulez être mieux intelligent pour bien vivre, pour réussir votre vie, pour que votre vie ne soit pas un échec. Et là, effectivement, il y a quelque chose de très concret, de très existentiel, qui est lié à la philosophie en tant qu'elle peut nous aider à éclairer nos choix de vie. Donc c'est à ce titre-là, vous voyez, que je vais vous parler ce matin. Et si M. Delsuc vous a proposé d'avoir une feuille pour écrire, sachez que quand je donne cette conférence, alors aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas de prof de philo qui est ici, si je ne me trompe pas, souvent les profs disent mais prenez des notes parce que vous allez entendre de la philo qui pourra aussi vous servir pour vos examens de philo, pour votre bac. Donc n'hésitez pas à prendre quelques notes. Ce que je vous fais là, c'est quelque chose qui peut vous aider pour Parcoursup, mais vous allez voir que dans ce que je vais dire, il y a des choses qui pourront aussi servir pour votre cours de philo. Donc, vous faites une pierre deux coups, n'hésitez pas à prendre quelques notes. Je referme la parenthèse. Alors, cette intelligence, je dirais, philosophique que nous avons tous, qu'est-ce qui la caractérise? On va préciser un petit peu. Ce qui la caractérise, c'est une intelligence qui a la capacité de discerner le bien du mal, le vrai du faux, le juste
de l'injuste. Vous voyez, notre intelligence, elle a plusieurs pouvoirs, elle a plusieurs capacités. Et notamment, elle en a une, et celle-là, vous la connaissez très bien, c'est celle qui est cultivée depuis que vous êtes à l'école, c'est une intelligence de compétence. Vous voyez, depuis que vous êtes à l'école, on forme notre intelligence pour qu'elle puisse acquérir des compétences. Bon, au début, c'est le calcul, c'est la lecture, etc., l'écriture. Et puis au fur et à mesure, les compétences se spécialisent, se perfectionnent, jusqu'après les études que vous ferez dans le monde, dans les études supérieures, vous allez être cultivé dans votre intelligence pour avoir des compétences métiers, des compétences professionnelles. Ok, ça c'est très bien. Ça fait partie de notre intelligence. Mais souvent, on pense que notre intelligence, ce n'est que cela. C'est-à-dire une capacité, effectivement, de compétence, une capacité de pouvoir, une capacité d'efficacité. Je vais vous donner une information qui va peut-être vous étonner. Si jamais notre intelligence se réduit à cela, ce qui est déjà pas mal, hein, elle va être vouée à disparaître. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va être capable d'avoir ce type de compétences beaucoup mieux, de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus puissante que nous. Et là, il y a un enjeu par rapport à ce qui va suivre dans mon propos qui est absolument essentiel. Vous êtes en train de découvrir les débuts du développement de l'intelligence artificielle. Nous n'en sommes qu'au début, et je vous l'annonce, je ne suis pas un prophète, hein, mais ce que je vous dis, c'est ce qu'on sait quand on s'intéresse à ces questions-là et qu'on écoute tous ceux qui sont spécialisés dans ces questions-là. D'ici 5 ans, vous voyez, 5 ans, ça veut dire quoi? Vous aurez quasiment, vous serez soit fini vos études supérieures, soit vous serez en train de les finir. Dans 5 ans, il y a la moitié des métiers qui existent aujourd'hui qui auront disparu. Et il y en a autant, sans doute, qui vont apparaître. Laurent Alexandre, qui est un médecin chirurgien qui a été à l'origine de Doctolib, hein, vous avez peut-être tous utilisé cette plateforme pour prendre des rendez-vous médicaux, qui est très intéressé, très versé sur les questions de l'intelligence artificielle, qui écrit pas mal de bouquins là-dessus. Il vient d'écrire un bouquin, il vient de le coécrire avec ils sont deux à l'avoir écrit, avec un titre un petit peu provocateur, volontairement. Alors je le cite de mémoire, c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée. En gros, ne faites plus d'études, ça va servir à rien. C'est sûr que si je viens ici et que je vous annonce qu'il ne faut pas faire d'études, je ne suis pas sûr que les prochaines, je vais être réinvité. Mais derrière cette formule un peu choc, un peu provocatrice, il y a une vérité, je crois qu'il faut vraiment noter et il faut en prendre conscience, c'est qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, il y a un nombre d'études telles qu'elles sont proposées aujourd'hui qui ne vont plus servir à rien. Laurent Alexandre, qui est chirurgien, le dit pour la médecine. Actuellement, les études de médecine telles qu'elles sont proposées ne serviront plus à rien pour les médecins. Pourquoi? Parce que toute la part du diagnostic, pour le moment, du diagnostic, va être pris en charge de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus exhaustive par l'intelligence artificielle. Qui fait qu'avec les études telles qu'elles sont organisées aujourd'hui pour les médecins, eh bien, le médecin ne sera que l'esclave de la machine, celui qui appuiera sur les boutons pour que la machine fonctionne. Il n'y aura plus, je dirais, une valeur ajoutée, c'est l'expression que Laurent Alexandre prend, il n'y aura plus de valeur ajoutée du médecin par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, il en appelle, et vous allez voir que de ce point de vue-là, je ne peux pas le contredire et être en désaccord avec lui, vous allez comprendre. Mais de ce point de vue-là, il dit qu'il faut absolument que l'homme continue à être une valeur ajoutée par rapport à la machine, et pas simplement l'esclave de la machine. Et il dit comment cela peut-il se faire? Comment l'homme peut se former, continuer à faire des études, vous voilà rassuré, continuer à faire des études, mais de telle sorte que les études qu'il va faire va pouvoir être un plus par rapport à la machine. Et je précise encore, pour bien enfoncer le clou, avant d'apporter un élément de réponse, vous voyez, le concours d'entrée pour Polytechnique, donc une des écoles les plus prestigieuses en France, l'examen d'entrée, le devoir de maths qui prend normalement à un étudiant 7 heures. La machine le résout en 15 minutes. Aux États-Unis, le travail du point de vue du droit, pareil, en quelques minutes, la durée, je dirais, pour résoudre des problèmes juridiques se font en quelques minutes par l'intelligence artificielle, là où il faut plusieurs heures pour une intelligence humaine brillante, qui fait d'étudiants qui font partie de l'élite. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous êtes en train de vivre une époque qui va connaître un bouleversement comme l'histoire de l'humanité n'en a sans doute jamais connu. Tellement la puissance de ce que va permettre l'intelligence artificielle est hors de ce qu'on peut encore imaginer. Et là, je vais vous parler de diagnostic, donc le calcul des machines
en fonction d'algorithmes qui sont proposés, mais il va y avoir également les robots qui sont, je dirais, mus par l'intelligence artificielle, qui vont aussi faire des tâches de plus en plus perfectionnées, de plus en plus fines, de plus en plus subtiles. Alors pour dire quoi? Pour dire, bon, Parcoursup, ça ne sert à rien, de toute façon, l'intelligence artificielle va nous éjecter. Non. Laurent Alexandre, et je reviens à lui, donc pour effectivement appuyer un point qu'il soulignait, dit que ce qui va apporter une valeur ajoutée, quel que soit le type de métier que je ferai, hein, dans l'économie, dans les maths, la physique, les sciences, ingénieur, les relations humaines, l'artisanat, enfin bref, tous les métiers, ou tous les types de métiers, ou tous les types de professions, ce qui va être la valeur ajoutée, c'est de retrouver les humanités. Les humanités, c'est quoi? Alors, certains vont être ravis parmi vous, puis d'autres seront peut-être un peu moins ravis. Les humanités, c'est quoi? C'est le français, la littérature, les langues, l'art, la culture, l'histoire, et bien sûr, je n'allais pas l'oublier, la philosophie. Parce qu'avec ces dimensions-là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des disciplines qui forment notre intelligence, hein, qui cultivent notre intelligence pour être capables de poser des jugements, des appréciations sur ce qui est bon ou mauvais, sur ce qui peut être nocif, sur ce qui peut être juste ou injuste, ce qui peut être vrai ou ce qui peut être faux. La machine en est absolument incapable. Ce que la machine est capable de faire, c'est des calculs, de répondre à des problèmes qui mobilisent des données considérables, mais jamais elle ne pourra vous dire « ça c'est bon pour ta vie ». Ça va te permettre de devenir heureux ou ça va te rendre malheureux. La machine n'en est pas capable. Et si jamais vous lui posez ce genre de questions et qu'elle vous donne une réponse, parce qu'elle donnera une réponse, hein, qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Elle va vous donner une réponse. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réponse qui va vous être donnée ne vient pas de la machine. Elle vient de l'intelligence humaine qui, au préalable, a programmé la machine avec des algorithmes bien précis. Si vous n'en êtes pas convaincu, faites cet essai sur 2 intelligences artificielles. Prenez une américaine, ChatGPT pour ne pas la nommer, c'est celle qu'on connaît le plus aujourd'hui, et celle chinoise, par exemple, DeepSeek. Prenez cette intelligence, ces 2, posez une question sur des thèmes un peu sensibles, un peu polémiques, sur les questions éthiques, sur les questions sociétales, sur les questions politiques, voyez, où la vision américaine et la vision chinoise, ce n'est pas exactement les mêmes. Posez une question et vous verrez que vous aurez des réponses qui ne seront pas du tout les mêmes. Ce qui veut dire que derrière les réponses que l'ordinateur vous donne, il y a des intelligences qui, elles, programment les algorithmes dans un sens ou dans un autre. Et là, vous voyez, pour que nous ne soyons pas esclaves de ces réponses, pour que nous ne soyons pas, je dirais, des moutons qui suivons sans comprendre les réponses qui nous sont données en faisant une espèce de confiance démesurée dans la machine, eh bien, il y a une seule solution, c'est que vous soyez capables, c'est que nous soyons capables de juger ce que la machine va nous donner comme réponse, d'être capable de l'apprécier, d'être capable de l'évaluer. Et ça, vous ne serez pas capable, nous ne serons pas capables de le faire si nous n'avons pas un minimum de culture humaine, culture historique, culture philosophique, culture littéraire, culture artistique, etc., culture économique, hein, toutes ces grandes disciplines qui nous permettent de poser des jugements compétents. Vous savez, et ça, je finis après cette introduction avec cette évocation, ce que vous connaissez encore aujourd'hui, et notamment, vous voyez, ce qui est valorisé dans les études. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, hein, plusieurs décades, les voies d'excellence, je pense pour le monde occidental, hein, les voies d'excellence sont les voies scientifiques. En gros, je caricature un peu, mais à peine, les bons étudiants, les très bons étudiants, ils doivent faire les voies scientifiques. Alors après, au moment des études supérieures, ça peut se diversifier, mais c'est ça qui est valorisé. Alors, je tiens à vous dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Moi, à mon époque, déjà, vous voyez, je pourrais être votre père. Déjà, j'étais dans cette même logique. Les voies les plus prestigieuses étaient les voies des maths, des physiques et des SVT. Mais la génération de mes parents, donc ça correspond à peu près à vos grands-parents, la génération des parents, les voies d'excellence, même parmi les scientifiques, c'était la voie littéraire. On faisait sa philo. Et derrière la philo, vous voyez, c'était HLP, en gros, quelque chose comme ça, quoi, hein. C'était la philo. Et les meilleurs étudiants, même ceux qui ensuite allaient devenir ingénieurs, même ceux qui allaient devenir médecins, faisaient HLP. Bon, j'adapte l'appellation à ce que vous connaissez aujourd'hui. Et à un moment donné, ça a changé. Ça a basculé. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est les raisons de ce changement.
parce qu'elles vont dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? La raison, elle vient des États-Unis, et elle vient de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont compris, alors c'était même plus ancien que ça pour eux, mais ont compris que le pouvoir technique leur permettait d'avoir la domination sur le monde. Grâce à la bombe atomique, ils ont pu gagner la guerre, enfin en tout cas arrêter la guerre avec le Japon. Grâce à la puissance technologique, ils ont pu être effectivement ceux qui ont dominé la planète. Et ils avaient déjà compris cela, petite parenthèse historique, c'est là où on voit que l'histoire est intéressante, pendant la guerre civile, la guerre qu'on a appelée de sécession, où finalement le Nord a fini par vaincre les armées du Sud. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est que le Nord pouvait fournir par le train, par la locomotive, donc vous voyez par un outil technique, des soldats qui arrivaient sans cesse. Là où ceux du Sud, eh bien, une fois que les soldats finissaient les uns après les autres par mourir, n'arrivaient pas à renouveler leurs troupes, et fait qu'à un moment donné, ils ont été submergés par les soldats qui venaient du Nord, grâce notamment aux machines techniques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une espèce de mirage, mirage, on verra pourquoi, mais en tout cas de conscience de dire que le pouvoir, on l'a si on a la technique, et on a la technique si on a la science. Voilà. Et donc, aux États-Unis, il y a eu un décret, il y a eu un rapport qui a décidé que toutes les études allaient être, valorisées à partir des sciences. Et en Europe, c'est arrivé quelques années plus tard, où au niveau de l'Europe, il y a eu effectivement aussi un rapport d'une commission qui a pris pour elle ce changement que les États-Unis avaient mis en œuvre quelques années auparavant. Et à partir de là, les études qui ont été mises en avant, les études qui ont été valorisées, l'excellence qui a été mise en avant était liée aux sciences et liée à la physique. Et ça a donné aujourd'hui, vous voyez, l'apparition de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle le transhumanisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive un petit peu au bout d'une logique. Là encore, pour que la machine ne devienne pas le patron dans nos vies, ne devienne pas effectivement ce qui va décider de nos destinées, eh bien, il y a comme une espèce de retour en arrière avec cette prise de conscience que la technique, à elle seule, ne peut pas me dire le bien et le mal. Avec la technique, je peux construire une maison ou je peux la détruire. Vous voyez, le marteau, hein, pour parler de manière symbolique, peut casser quelque chose ou peut m'aider à construire quelque chose. Et donc, on a besoin d'avoir une conscience beaucoup plus aiguë, beaucoup plus affinée, pour être capable, effectivement, d'utiliser ces outils. Vous connaissez la formule, ou peut-être que vous ne connaissez pas, de Rabelais, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme. Et donc, effectivement, cette conscience, eh bien, elle va être rendue possible par ces humanités. Alors, vous voyez, quelles que soient les études que vous allez faire, et vous n'allez pas tous être en lettres l'année prochaine, c'est normal, n'empêche que cette dimension, elle va de plus en plus être présente, et dans vos choix, il faut avoir ça en tête. Parce que ces humanités, c'est aussi ce qui vous permet, comme le disait M. Delsu tout à l'heure, d'avoir une capacité de liberté, et donc une capacité d'adaptabilité. Une des grandes vertus qui va être nécessaire aujourd'hui pour vous, c'est d'être adaptable. C'est d'être adaptable. Quelque chose qui n'est pas trop dans les gènes de la mentalité française, mais qu'on va être obligé d'acquérir. Parce que les changements vont être tellement rapides, tellement, je dirais, brutaux parfois, que si vous n'êtes pas capable d'être adaptable, eh bien, vous allez être à la remorque de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ce dont je vous parle, encore une fois, ce n'est pas dans les 10 prochaines années, ce n'est pas dans les 20 prochaines années, c'est dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, je vous parle, vous verrez dans 5 ans tout ce qui se sera passé entre maintenant et dans 5 ans. Il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, raison de plus pour rentrer dans le cœur du sujet et d'arriver à comprendre, au fond, comment, je dirais, poser les critères d'un bon choix. Un choix, effectivement, qui va me permettre d'avoir la vie que je choisis. Non pas d'avoir une vie qui s'impose à moi de l'extérieur, une vie peut-être dont je ne serai pas très fier plus tard quand je me regarderai dans la glace, mais une vie effectivement dont je pourrais être fier et en tout cas dont je n'aurai pas à rougir. Et c'est dans ce terrain-là, dans cette direction que je voudrais réfléchir avec vous maintenant. Alors, après cette longue mise en perspective, mais elle me semble importante, vous voyez cette partie que je viens de vous faire là, je ne la faisais pas les années précédentes. Parce que, vous voyez, même il y a un an, ce que je suis en train de dire là n'était pas présent à ce point. Hein. Si vous suivez un peu les informations, Amazon vient de licencier plusieurs milliers de personnes parce que l'intelligence artificielle remplace leur travail. Autre exemple que je connais très bien, puisque c'est un de nos étudiants, qui est un adulte, il ne vient pas du bac, qui veut devenir psychologue. D'où il vient? En fait, il vient d'être licencié
par le journal Le Point, donc peut-être chez vous connaissez, ou dans les salles d'attente, Le Point qui est un magazine très, très, très connu. Le Point vient de licencier 50% de son personnel technique. Alors je ne parle pas des journalistes en tant que tels, technique. 50%, du jour au lendemain, qui se retrouvent sur le carreau. Donc vous voyez, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas quelque chose pour dans 10 ans. C'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Et donc qui vous concerne. Parce que l'année prochaine, vous commencez des études supérieures pour avoir une compétence métier. Vous voyez, donc dans quel type de compétences il va falloir aller, vers quel type de métier il va falloir vous diriger. Vous voyez, vous êtes dans une période qui est tout à fait particulière, tout à fait singulière, et c'est aussi un de mes rôles, des rôles de ceux qui vous accompagnent, de vous aider à en prendre conscience, justement, pour faire les bons choix. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Une chose que le philosophe sait depuis longtemps, et peut-être vous-même vous en faites l'expérience et vous en avez conscience. Alors à vos âges, ce n'est pas forcément facile de le voir parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur son expérience. Mais une chose qui est importante, et je vais partir de là, tous les actes que nous posons, tous les actes que vous posez, dans la mesure où vous êtes réveillé, vous n'êtes pas en train d'être somnambule, ont des conséquences sur l'homme et la femme que vous êtes en train de devenir. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. À la différence des animaux qui connaissent un développement spontané, je dirais, il y a un instinct qui fait que la vie de la fourmi, il y a des milliers d'années, et la vie de la fourmi aujourd'hui, c'est toujours la même. Il y a un instinct qui fait qu'elle réalise toujours les mêmes opérations. Pour l'homme, c'est différent. Pour l'homme, c'est différent. Il faut qu'il pose des actes pour pouvoir avoir une croissance. Et tous les actes que vous posez, il y a des plus anodins aux plus importants, eh bien, vous transforment. Il vous transforme de différentes manières. Pour le meilleur, tant mieux, parfois aussi pour le pire. Je vais essayer de vous manifester cela et après on verra quelles conséquences en tirer. On va commencer par le pire pour finir par le meilleur, ce sera plus réjouissant. Vous voyez, si jamais un jour, je prends un exemple qui peut-être vous a concerné, en tout cas tout élève a été sans doute concerné un jour ou l'autre par cette question-là. Un jour, vous voyez, vous avez un devoir sur table, un DST, et si vous avez une sale note, ça va être compliqué pour votre dossier Parcoursup, vos parents seront furieux, vous aurez un peu honte devant vos profs, bon, on peut imaginer, vous voyez, l'angoisse, le stress que peut provoquer l'évaluation. En plus, maintenant, votre contrôle continu, c'est votre bac. À mon époque, il y avait vraiment le contrôle continu d'un côté, puis à la fin, il y avait le bac et on pouvait se planter au début, puis après se récupérer à la fin. Pour vous, voilà, il y a moins de filets. Donc, l'inquiétude est encore plus grande. Donc, ça donne plus de poids à l'exemple que je vais donner. Et admettons que vous soyez tenté de tricher. Voilà, tricher, ouais, oui, le stress est là. Et effectivement, vous êtes face à un choix, à un acte. Est-ce que je pose l'acte de tricher ou est-ce que je ne pose pas l'acte de tricher? Là où il ne faut pas être naïf, c'est que les actes que nous posons ne nous laissent pas indemnes. Quand je pose un acte, qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon intelligence, dans ma volonté et dans ma sensibilité? Eh bien, l'acte que je pose crée comme, c'est une image, un pli, vous voyez, ou une pente, si vous voulez, qui fait que je vais avoir beaucoup plus de mal la fois suivante à ne pas poser le même acte parce qu'il y a comme une espèce d'habitude, de pli, qui est en train de se mettre en place en moi et qui fait que progressivement, si je recommence encore ensuite, et une fois encore ensuite, eh bien je suis tout simplement en train de devenir petit à petit, sans m'en rendre compte, une personne malhonnête. Vous voyez, il y a quelque chose qui se développe à partir de l'acte que j'ai posé. Et la seconde fois, même si vous vous jurez, craché, promis, je copie, je triche une seule fois, la fois prochaine, je ne recommencerai pas. En fait, la fois prochaine, ce sera beaucoup plus difficile de ne pas recommencer, si en plus l'inquiétude est encore plus forte, parce que ce pli a commencé à se mettre en place en moi. Alors, rassurez-vous, rassurons-nous, c'est vrai aussi dans l'autre sens, et peut-être c'est encore plus vrai. Reprenons le même exemple, vous êtes tenté par la tricherie et vous dites « non, je ne triche pas, tant pis, je vais passer un sale quart d'heure avec mes parents, peut-être ce sera un peu la honte quand la note va apparaître pour les profs, mais je préfère avoir une sale note plutôt que de devenir une personne malhonnête ». Et là, à ce moment-là, il y a un pli également qui se met en place, une habitude qui est en train de s'enraciner, qui fait de vous une personne qui devient honnête et qui fait que vous allez acquérir une force
de plus en plus grande, quand la tentation sera de plus en plus grande, d'être capable de résister en disant non, pas question, pas ça pour moi. Tant pis pour les conséquences, j'avais qu'à mieux travailler, j'avais qu'à me préparer à l'avance, mais je ne veux pas devenir cette personne-là. Alors, il y a un terme technique en philosophie pour désigner ce que j'ai appelé ces habitudes, ces plis, hein, ces pentes. En fait, ça s'appelle en philosophie le bon pli, si vous voulez, ce qu'on appelle la vertu. Et le mauvais pli, c'est ce qu'on va appeler son contraire, le vice. Voilà, ça, c'est les termes que les moralistes ont inventés pour arriver à désigner cela. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous voyez, l'enjeu des actes que vous posez, vous voyez, il est l'homme et la femme que vous allez devenir. Et la question qu'il faut vous poser aujourd'hui, c'est quel homme, quelle femme vous voulez devenir. Ou prenez-le à l'envers, ça peut fonctionner aussi, ça peut aider. Quel est le type d'homme, quel est le type de femme que vous ne voulez pas devenir. Et un jour, quand vous aurez 40 ans, vous verrez que ça arrivera assez vite. On ne s'en rend pas encore compte, mais quand on y est, ça passe vite. Quand vous vous regarderez dans la glace, voilà, est-ce que vous aurez à rougir de l'homme et de la femme que vous êtes devenus, ou est-ce que vous n'aurez pas à rougir de l'homme ou de la femme que vous êtes devenus? Alors personne ne sera parfait, on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs, mais est-ce que j'ai honte de ce que je suis devenu, ou au contraire, j'ai fait de mon mieux, et puis bon, il y a encore des choses à améliorer, mais je n'ai pas à avoir honte. Donc vous voyez, derrière la question du choix, c'est ça où je voulais en venir, derrière la question du choix, il y a cette responsabilité sur l'homme et la femme que vous allez devenir. Donc vous voyez, c'est là où on devient adulte, c'est là où on comprend que les choix que l'on fait ont des conséquences dans sa propre vie. Vous voyez, l'enfant, il ne s'en rend pas compte. L'adolescent, pas trop encore. Il est vraiment dans l'instant présent. Mais justement, le fait qu'on n'est plus tout à fait un adolescent et qu'on commence à devenir un jeune adulte, c'est qu'on commence à comprendre que les actes que nous posons ne nous laissent pas indemnes pour le meilleur et malheureusement parfois pour le pire. Alors, petite parenthèse pour le pire, pour ne pas vous affoler, s'il y en a qui ont déjà des mauvaises habitudes, et puis on peut tous en avoir d'une manière ou d'une autre, une mauvaise habitude, ça se travaille et ça se combat. Et donc on peut arriver à changer le pli. Mais ça va être compliqué, ça va faire souffrir, ça va être difficile, ça va être éprouvant. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle qui est moins drôle, c'est que ça va faire mal. Donc autant, je dirais, éviter d'avoir des mauvais plis pour éviter ce moment désagréable d'avoir à changer ces mauvaises habitudes pour qu'elles deviennent bonnes. Voilà. Mais en tout cas, si certains ont déjà des mauvaises habitudes, dites-vous que ce n'est pas une fatalité. Voilà, vous pouvez donner une direction inverse. J'aimerais juste peut-être rapidement vous évoquer ce roman d'Oscar Wilde, donc vous voyez, fin 19e siècle, début 20e siècle, roman anglais, qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray, qui en fait illustre de manière romanesque, fantastique, ce que je suis en train de vous dire. En quelques mots, le but n'est pas de vous retracer tout le roman, vous le lirez, il y a des films qui en ont été faits, notamment, qui ont été plutôt pas mal, il y en a au moins 2. De quoi s'agit-il? Un jeune homme qui arrive de sa campagne, oui, qui pourrait avoir votre âge, qui arrive de sa campagne provinciale et qui arrive à Londres. Qu'est-ce qui caractérise ce jeune homme? Une très grande beauté, un charme incroyable, une beauté inouïe. Il est innocent. Il ne connaît rien à la vie, il ne connaît rien au bien, enfin, en tout cas il ne connaît rien au mal. Et il arrive dans cette ville où il va être un peu l'objet de la convoitise de tout un cercle de personnes très mondaines qui veulent s'attacher l'amitié, qui veulent s'attacher l'affection de ce jeune homme, parce que d'être en présence de ce jeune homme est très valorisant, étant donné, encore une fois, la grande beauté de ce jeune homme. Bon, très bien. Un de ses amis, ou en tout cas une de ses relations, va vouloir peindre son portrait, voilà, pour immortaliser cette grande beauté. Le portrait est magnifique et il est offert donc à Dorian Gray. Et Dorian Gray, c'est là la partie fantastique, va faire un pacte avec ce portrait. Le pacte est le suivant. Dorian Gray va vivre la vie qu'il veut mener, va poser les choix, c'est là où bien sûr ça m'intéresse pour la conférence que je suis en train de faire, va poser des choix, hein, va prendre des décisions et le deal, si vous voulez, prenons le terme anglais, il est à propos ici, le pacte consiste à dire que le portrait va se transformer progressivement pour faire apparaître ce que va devenir l'âme de Dorian Gray. Donc l'âme, c'est-à-dire son être profond, qu'est-ce qu'il va devenir? Quel type de personne il va devenir? Pendant ce temps-là, lui, dans sa vraie vie, son visage ne changera jamais. Il va garder cette beauté incroyable. Vous voyez, voilà le contrat, le pacte. Donc il met son tableau dans une remise, il ne veut pas le regarder, et il commence à mener une vie, et il commence à poser des choix.
alors effectivement, ces choix vont le conduire, je résume et je simplifie, il va par ses choix trahir une personne qui va finir par se suicider suite à cette trahison, il va mentir, il va tromper des gens, il va lui-même commettre un meurtre, bref, par les choix qu'il pose, eh bien effectivement, il prend des décisions qui l'orientent à tel point que ce jeune homme qui était apprécié de tous, qui était recherché par tous, qui était, comme on dirait aujourd'hui, très populaire, eh bien, va faire fuir tout le monde, tellement tout le monde s'aperçoit qu'il devient une espèce de monstre. Et lui ne comprend pas, vous voyez, puisqu'il reste dans cette image de lui-même, dans cette beauté, et il commence à s'inquiéter de voir tout le monde fiche le camp et s'éloigner de lui. Alors, pour comprendre, il dit, je vais voir un peu ce qui se passe du côté du portrait, pour essayer de comprendre pourquoi j'en arrive là. Et là, je vous spoil la fin du roman. Tant pis, c'est pas grave, de le lire et la beauté du texte voilà, sera une fin en elle-même. Effectivement, le portrait est absolument effroyable. C'est un monstre qui apparaît aux yeux de Dorian Gray. Ce monstre, c'est le monstre qu'il est devenu. Hein, c'est la monstruosité de son âme dont il n'avait pas conscience, et il finira par en mourir, je dirais, d'effroi. Alors voilà, on est dans un roman, dans un cadre, je dirais, fantastique, mais comme toujours, il y a une leçon derrière ce genre de roman, par la négative, on est d'accord, mais qui illustre très bien ce que je suis en train de dire, à savoir la responsabilité que nous avons dans les actes que nous posons, dans l'homme et la femme que nous allons devenir. Donc, vous voyez, derrière tout cela, il y a les choix que nous posons. Il y a les choix que nous posons. Alors, ce que je viens de développer ici, on est dans le domaine plutôt éthique, moral, dans le domaine de ce que j'appellerai tout à l'heure, vous verrez ce qui est essentiel dans notre vie. Mais les choix ont aussi une autre dimension, qui ne sont pas forcément celle d'une dimension morale, éthique, mais qui va être liée à la compétence que vous allez acquérir. Et là encore, les choix que vous faites, et là ça concerne plus directement le choix études ou le choix métier qui est lié au choix études, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des types d'hommes, il y a des types de femmes par profession. Il y a le caractère, je sais pas, le caractère d'un artisan, d'un menuisier, le caractère d'un prof. Vous en connaissez quelques-uns. Vous voyez, les profs, ils ont un certain style. Un menuisier, ils ont certaines valeurs, certaines caractéristiques. Un médecin. Et comprenez, je vais vous l'illustrer très rapidement, c'est normal. La vie professionnelle, la vie d'activité, si vous voulez, c'est la plus grande partie, quantitativement parlant, de notre vie. Regardez déjà maintenant vos journées. Vous voyez, dans votre journée, vous êtes là à 8h jusqu'à, je sais pas, 16h, 17h, 18 parfois. Donc, vous voyez, la meilleure partie de votre journée, vous êtes au boulot. Et ça, 5 jours par semaine. Donc sur 7 jours, il y en a 4 ou 5, vous voyez, plus de la moitié, les 2/3, sont au boulot. Donc la plus grande partie de votre journée, vous êtes au boulot. La plus grande partie de votre semaine, vous êtes au boulot. Sur un mois, vous voyez, c'est 4 semaines. Vous êtes au boulot. Hein, sur une année, vous enlevez les vacances, il y a un peu plus de 50 semaines dans une année, vous enlevez les quelques semaines de vacances, et dans les vacances, surtout vous cette année, vous continuez à bosser pour préparer votre bac, et cela, vous voyez, jusqu'à l'âge de, allez, on ne sait pas trop parce que ça se dispute en ce moment, 60 ans, 62 ans, 64 ans, 67 ans si vous partez à l'étranger, ou si c'est en France, ça change, jusqu'à, vous voyez, 67 ans, le plus clair de votre vie va se passer dans votre vie professionnelle ou votre vie d'activité, si ce n'est pas une activité professionnelle. Comment voulez-vous que le métier que vous faites ne vous transforme pas, ne vous marque pas? Pensez à un métier médical, médecin, mais pas uniquement médecin, infirmier, infirmière, enfin, tous les métiers qui sont liés, psychologue, j'en connais plusieurs, étant donné la licence de psychologie que nous préparons, tous ces métiers, vous voyez, ils ne laissent pas indemne. Un médecin, quelqu'un qui est dans le monde médical, il est en permanence face à des gens qui vont pas bien, face à des gens qui sont malades. Sinon, il ne viendrait pas les voir. Alors, bien sûr, parmi les gens qui sont malades, bon, vous avez le gars qui a une gastro, c'est pas très traumatisant, hein, un peu de Doliprane pour calmer la douleur et du Coca-Cola pour que ça puisse passer. Ah, il y a des gens qui... Alors, je continue, on ne se laisse pas distraire. Et un médecin, ou dans le monde médical, ce sont des gens qui vont être le témoin, durant leur carrière, d'un père qui va mourir, d'une mère qui va mourir, d'un enfant qui va mourir, vous voyez, de choses qui sont des drames humains.
dans le monde médical, voilà ce dont je vais être le témoin. Et ça, durant toute une carrière. Comment voulez-vous que ça ne vous marque pas dans votre psychologie? Vous savez, on en parlait hier avec des collègues. On a des étudiants, je dirais, en médecine, et c'est peut-être là quelque chose qui peut-être a changé, mais qui, dans leurs études, vont disséquer des corps. Vont disséquer des corps. Travailler sur un cadavre, c'est pas neutre. C'est pas neutre. De couper un corps en petits morceaux. Comment, et d'ailleurs souvent, ce qu'on appelle les carabins, les étudiants en médecine, sont profondément marqués par cela. Ils ont besoin d'avoir des exutoires qui fait qu'ils ont besoin d'éliminer les tensions psychologiques qui sont liées à ce genre de choses. Bon, où est-ce que je veux en venir? Je ne veux pas être trop long. Simplement pour vous faire comprendre que forcément, ça marque une manière de voir la vie. Ça marque son rapport aux autres quand, de manière dominante, voilà ce que je vis. Un artisan, j'aurais fini avec ça, et on pourrait le faire avec tous les métiers d'ailleurs. Un artisan, prenons un menuisier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez parmi vous des ébénistes ou des menuisiers. Vous voyez, un vieux menuisier, quelqu'un qui a beaucoup d'années de métier. Regardez discrètement, il ne faut pas le gêner, regardez discrètement ses mains. Souvent, il manque un doigt ou deux. Pourquoi? Parce qu'il utilise des machines qui sont extrêmement contendantes et la moindre distraction, la moindre fatigue, le moindre geste imprécis, et voilà ma main qui passe sous la scie. Ce que je veux dire par là, et parallèlement à ça, pour que mon exemple soit encore plus parlant, parallèlement à ça, ce sont des gens, pour avoir discuté souvent avec eux, qui manifestent une espèce d'exigence morale très forte, en disant « Ah, aujourd'hui, les jeunes, on ne peut plus se fier à eux, ils arrivent en retard, ils ne sont pas sérieux, ils ne peuvent pas s'engager. » Enfin, ils ont toujours ce discours très moralisateur. Je dis « Mais c'est curieux, pourquoi ce type de métier crée des personnes qui ont cette espèce d'exigence ?» Alors, je parle pour les vieux menuisiers. En fait, la raison, elle est très simple. C'est que si je n'ai pas une hygiène de vie équilibrée, si je me couche à point d'heure, si je bois trop et que je me couche à point d'heure, et que le matin, j'arrive au boulot, mais c'est hyper dangereux. Je risque effectivement un accident à tous les moments. Je ne peux pas me permettre d'être négligent. Je dois être rigoureux, je dois être consciencieux, je dois être précis. Et ça implique une hygiène de vie qui va avec. Donc vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que le métier que j'exerce, en fait, façonne en moi, sans que je m'en rende compte, une manière d'être, une psychologie, un type de caractère, si vous voulez. Pareil pour le prof, pareil, bon, etc., pour tous les métiers. Donc, vous voyez, derrière ça, la question que je vous pose, c'est, vous voyez, quel type d'homme voulez-vous devenir, encore une fois? Quel type de femme voulez-vous devenir? Parce qu'encore une fois, le métier que vous allez exercer va vous faire devenir quelqu'un de particulier que vous ne seriez pas devenu si vous aviez fait un autre type de travail, un autre type de métier. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment l'enjeu de ce qui se joue. Alors, soyons un peu plus précis. Là, je suis encore dans les choses un peu générales. Je voudrais rentrer maintenant plus concrètement dans ce fameux choix, vous voyez, qui ne peut pas vous laisser indifférent. Pour bien choisir, je vous propose 2 grands critères. Je vais les développer l'un après l'autre. Pour bien choisir, j'ai employé 2 mots. Je vais employer 2 mots qui vont vous aider à bien différencier les 2 grands critères. Premier critère, les critères je dois choisir en fonction de ce qui est important pour ma vie. Donc le critère de l'important. Deuxième critère, je vais aussi choisir en fonction de ce qui est essentiel. Donc vous voyez, l'important et l'essentiel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vais vous expliquer la différence. Quand vous allez quand vous allez devoir choisir votre orientation Parcoursup, eh bien, il va falloir tenir compte de ce qui est important dans votre choix et de ce qui est essentiel. C'est là où je veux en venir. Ce que je vous donne là sont des clés pour vous aider, voilà, à accompagner votre choix Parcoursup et puis tous les autres choix, bien sûr, que vous aurez à mener par ailleurs. L'important. L'important, eh bien, ça touche le deuxième point que je viens d'évoquer. L'important, c'est quoi? C'est la compétence que vous allez acquérir. C'est en lien avec le métier. C'est en lien avec le dernier point, effectivement, j'ai parlé du médecin, j'ai parlé du menuisier. L'important, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une place dans la société. L'important, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un rôle, d'avoir une responsabilité. C'est l'œuvre que vous allez réaliser. C'est important dans une vie, vous voyez, important dans le sens c'est utile. Vous voyez pourquoi? Pour avoir une place, pour pouvoir apporter quelque chose pour vous-même, pour votre famille et pour la collectivité à laquelle vous appartenez. Pour l'estime de vous-même. Vous
voyez, pour l'estime, pour la confiance en vous, le domaine de l'important. Et derrière ça, c'est une compétence. Voyez, et c'est sûr que vos études, actuellement, et puis ce qui va suivre ensuite, sont là pour vous apporter cette compétence. Et ce qui est important, il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors, deux, trois petites choses que je voudrais vous donner comme conseil. Premier conseil, dans le domaine de l'important, on a droit à l'erreur. Je le dis parce que souvent, vos parents, qui vous aiment, et c'est pour ça, sont souvent très inquiets, justement, sur votre choix Parcoursup. Hein, quel est le métier? Parce qu'ils veulent que vous réussissiez dans la vie, ils ont bien raison, ils veulent le meilleur pour vous. Mais souvent, on a l'impression que c'est une question de vie ou de mort. C'est la destinée dernière qui se joue ultime dans le choix Parcoursup. Pas si vite, non, 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 c'est important. Donc il faut le faire sérieusement, et je vous donnerai une petite méthode qui vous aidera à le faire sérieusement. Mais, en même temps, votre bonheur, votre destinée personnelle ne va pas se réduire, ne va pas se jouer uniquement sur votre choix Parcoursup, sur l'important. Je vous donne une illustration, vous allez comprendre tout de suite. Alors, de manière caricaturale, hein, je vous préviens à l'avance. Vous avez un film avec Clooney, je crois qu'il s'appelle, mais je suis plus trop sûr de moi, peut-être je confonds, je crois que c'est Top Air. Et Clooney joue le rôle d'un personnage qui est embauché par une entreprise pour licencier les gens de cette entreprise. Et il a une technique pour faire ça, donc il convie la personne, il la convoque, et il lui dit, comme ça c'est la technique, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Un truc, voilà, vous savez ce que vous rêvez de faire, et que vous n'avez encore jamais fait. Voyez. Ce que vous portez en vous, les aspirations que vous portez en vous, et que jusqu'à aujourd'hui, il vous a été impossible de mettre en œuvre. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, c'est possible. Vous êtes viré. Mais bon, ça c'est le côté un peu cynique à l'américaine, mais et c'est vrai que bon, voilà, on voit très bien ce qu'il y a derrière cela. Mais moi, je le prends d'une autre manière, je le comprends d'une autre manière, qui est un esprit plutôt effectivement américain qu'un esprit européen. C'est que, vous voyez, derrière le métier, on peut toujours changer, on peut toujours rebondir, on peut toujours découvrir autre chose. Vous voyez, à une époque, c'est vrai, en Europe, en France, on commençait un métier à 16 ans et c'était le métier de sa vie. D'où, dans la mentalité française, l'importance, et toutes les lois sociales vont dans ce sens-là, qui sont liées à la stabilité du métier, à la protection du métier. Dans une conception américaine, vous voyez, c'est un peuple de pionniers, hein, ils ont quitté l'Europe et ils ont recommencé à zéro sur un autre continent. Eux, ils ont une mentalité différente qui fait qu'on peut repartir à zéro, on peut tout recommencer dans une vie. Hein, ils ont quitté la vieille Europe et ils ont créé un monde nouveau, un nouvel ordre, hein, dit Hannah Arendt, pour parler de cela. Et alors, effectivement, il y a la caricature, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez beaucoup de chance, on va vous virer. Donc là, effectivement, c'est l'excès du truc. Mais si on ne va pas dans l'excès, en fait, dans un métier, vous voyez, dans la dimension de l'important, on peut se tromper au début, on peut chercher, on peut hésiter. Alors il ne s'agit pas de perdre du temps pour le plaisir de perdre du temps, il ne s'agit pas d'être négligent. Il faut être sérieux, c'est important, c'est important. Mais il faut arriver à avoir cette tranquillité, et aujourd'hui, plus que jamais, avec tout ce que je vous ai dit au début, avec l'incertitude et l'adaptation dont vous allez devoir faire preuve, il va falloir être capable d'avoir cette souplesse d'adaptation. Dans le domaine de l'important, c'est quelque chose qui est normal. Et deuxième... deux choses pour bien montrer cela. Deuxième illustration, c'est le cas de ce jeune homme. Alors moi, je ne l'ai pas connu. C'est son père que j'ai connu, qui était un de mes professeurs, un de mes vieux professeurs, qui avait un fils. Alors lui, enfin, le fils est décédé, je crois, je ne sais plus. Enfin, ils sont tous les deux décédés, peu importe. Et ce père nous racontait dans son cours que son fils voulait absolument être médecin. Décidément, je parle beaucoup de médecine aujourd'hui. Voulait être médecin. Et lui, son père, connaissant bien son fils, le voyait pas trop. Et il lui dit son avis, mais en même temps, un bon père qui veut éduquer son fils était sérieux, hein, c'était pas quelqu'un qui était un peu écervelé. Il dit, il faut qu'il fasse son expérience, et puis on verra après. Et donc, il le voyait plutôt dans le droit. Il le voyait plutôt dans le droit, une forme d'esprit. Et le fils, lui, il veut être médecin, ok, il fait une année de médecine, peut-être deux, j'en sais rien, et ça ne marche pas, et finalement, il abandonne, et effectivement, il commence son droit, et cette personne, je peux en témoigner, a été ministre de la Justice à l'époque où Chirac était président de la République. Donc, pour vous dire, voilà, une destinée tout à fait particulière, mais au départ, il avait pris une direction qui n'avait rien à voir. Donc, ce que je veux dire par là,
c'est que, effectivement, à vos âges, on ne sait pas encore exactement, certains le savent peut-être, hein, mais beaucoup, souvent, ne savent pas trop exactement ce qu'ils veulent, quel est le but qu'ils veulent poursuivre. Et donc, il est normal que ça prenne un peu de temps, et il faut le dire à vos parents pour qu'ils soient un peu tranquilles, quoi, pour qu'ils ne soient pas trop stressés. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut choisir les choses sans réfléchir, mais il faut le faire avec cette liberté de se dire que voilà, je vais découvrir, je vais essayer de comprendre un peu mieux ce pourquoi je suis fait. Et dernière illustration pour l'important, c'est la suivante. C'est pour le coup ce jeune proche de ma famille qui, depuis qu'il était gamin, alors réellement il est père de famille, hein, depuis qu'il était gamin, ne rêvait que d'une seule chose, c'était d'être pilote de chasse dans l'armée. Pilote d'avion, pilote de chasse. Et alors, bien sûr, c'était son rêve. Dans sa chambre, il y a des posters d'avions, il y avait les bandes dessinées, Bug Danny, Tanguy la Verdure, enfin, tous les grandes BD d'aviateurs de l'armée. Il rêvait que de cela. Et chaque fois que vous lui demandiez qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, vous voyez les questions qu'on pose souvent, il dit bah, je veux être pilote de chasse. Sauf que, au niveau des études, ça n'allait pas trop. Et notamment les matières scientifiques, ça n'allait pas du tout. Qui fait que je crois qu'il a redoublé plusieurs classes, vraiment en difficulté scolaire. Et chaque fois que vous lui posiez la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, pilote de chasse, et on ne pouvait pas s'empêcher de dire, mais avec gérer les résultats scolaires que tu as, ça ne va pas être simple. Hein. Alors quand on est enfant, c'est pas grave, on va être cosmonaute, on va être pompier, on va être, pour les garçons souvent. Mais ça lui passait pas. Le temps passait, quand il devenait adolescent, les résultats étaient toujours très insuffisants. Et chaque fois qu'on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux faire après? Pilote de chasse. Il dit, mais bon, il va falloir qu'il commence un peu à mûrir, à comprendre que ça ne va pas être pour lui, ce truc-là. Il n'a pas les capacités pour ce type de métier. Mais lui, il n'en démordait pas. Et par ailleurs, je le connaissais bien, avec ses mains et avec sa tête, il te démontait tous les moteurs de la Terre, il te les remontait. Il avait une espèce d'habileté, d'intelligence absolument incroyable, mais bon, ce n'était pas quelqu'un qui avait des capacités d'étude, d'abstraction. Son talent n'était pas là. Son talent, il était vraiment dans cette dimension d'organisation, avec les mains, d'intelligence dans la mécanique. Et à un moment donné, donc forcément, l'optique de devenir pilote de chasse était absolument impossible. Et un jour, j'ai eu une conversation avec lui. Il était un peu plus grand, il avait un peu le temps de réfléchir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Au fond, qu'est-ce qui te fait rêver, qui fait que tu n'arrives pas à lâcher ce truc-là, alors qu'à l'évidence, ce ne sera pas possible? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, au fond, j'ai essayé de comprendre ce qui était essentiel, ce qui était important dans son désir, pour voir si en fait il n'y aurait pas une autre manière de pouvoir le vivre que celle de pilote de chasse, où là, à l'évidence, ça ne pouvait pas faire. Eh bien, alors effectivement, il me disait, moi je veux servir mon pays, je vais dans l'armée. Ok. Je veux voyager. Ok. Je veux voir du pays, je veux voir le monde. Ok. J'ai besoin d'aventure. En même temps, je suis passionné par les machines qui volent. J'adore les machines qui volent, les grosses machines, etc. Ok. Je voudrais aussi pouvoir voler. Enfin, ok. Eh bien, en fait, il a réfléchi et il a découvert que toutes les cases qu'il avait évoquées, il pouvait les vivre autrement, d'une manière qui lui convenait beaucoup mieux. Et il est devenu mécanicien sur hélicoptère, sur porte-avions. Et donc, il amenait aussi à se déplacer dans les airs, à travailler les moteurs. Et voilà, il a réussi parfaitement dans ce domaine-là. Donc oui, il cochait toutes les cases. Ce que je suis en train de dire, c'est que, vous voyez, vous avez peut-être des aspirations, vous avez peut-être effectivement des rêves, et parfois ils ne collent pas trop avec les résultats, ou ils ne collent pas trop avec l'environnement. Oui, tout le monde veut être youtubeur, et gagner sa vie. Bon, ouais, ok, il y en a peut-être un, puis c'est pas forcément peut-être très glorieux à force, ça dépend peut-être, je sais pas. Mais au fond, qu'est-ce qui plaît? Une question de communication, de communiquer de la forme, oui, d'arriver à identifier qu'est-ce qui me plaît. Vous voyez, et que je vais pouvoir faire exister, pouvoir me former de manière à ce que ça corresponde à mes compétences et à mes qualités, vous voyez, à mes talents. Donc voilà, j'irai pour le domaine de l'important. Quelques remarques. Il faut que je regarde le temps pour pas... Je me laisse déborder. D'accord, ça va. Oui, mais, ça c'est l'important. Alors, je vous aiderai tout à l'heure assez rapidement une petite méthode. Au Barcalmi, je peux vous la donner maintenant, comme ça après je finirai sur l'essentiel. Une petite méthode
c'est un exercice que je donne à mes étudiants qui, ayant fini leur licence, eh bien, doivent à nouveau réfléchir à leur orientation pour les masters. C'est une méthode où il faut prendre une feuille, comme vous en avez une sous la main. Et cette méthode, elle est très efficace, hein, je tiens à vous le dire, elle est extrêmement efficace pour ceux qui la font sérieusement. Bon, après, vous ferez ce que vous voudrez, je ne serai pas derrière vous pour vérifier. Mais si jamais vous la faites sérieusement, je vous promets qu'elle est très efficace pour vous aider à découvrir, voyez, ce qui est important pour vous en fonction de vos compétences métiers, de vos qualités métiers, de vos talents métiers, donc par rapport à ce qui est important. Alors, la méthode est la suivante. Vous prenez un papier, vous faites 3 grandes colonnes, enfin une petite et 2 grandes. Dans la petite colonne, vous prenez une feuille entière, un format A4, et même c'est bien que ça puisse faire recto verso. Dans la petite colonne, vous indiquez date. Vous allez comprendre. Deuxième colonne, qui est plus grande, vous allez indiquer expérience réussie. Vous mettez un S à expérience et vous mettez un S à réussi. Et il y a un E avant le S, parce que ce sont des expériences au féminin. Donc expérience réussie. Et troisième colonne, vous mettez clé de la réussite. Clé de la réussite. OK. Ça, c'est la mise en scène. Vous choisissez un lieu où vous êtes tranquille, un lieu que vous aimez bien. Pas forcément chez vous, parce que chez vous, ou pas forcément au lycée, parce que c'est le lieu un peu des fatigues, des tensions, des difficultés. Il faut un lieu, alors il y en a qui sont à la campagne, il y en a, bon, peu importe, un lieu où vous êtes bien, et vous prenez le temps de faire la mémoire, aussi loin que vous êtes capable de le faire. En gros, il faut revenir à peu près à l'âge de 5 ans. C'est en moyenne les souvenirs que l'on a qui sont des souvenirs réels et non pas des souvenirs reconstruits. Et là, à partir de l'âge de 5 ans, donc en moyenne, donc vous mettez la date, vous mettez 5 ans, vous y êtes vous souvenir tout ce que vous considérez comme une expérience que vous avez réussie. Dans n'importe quel domaine, commencez pas à vous limiter. Domaine, je vais vous donner quelques exemples. Domaine relationnel, domaine de l'école, domaine associatif, domaine familial, domaine des passions, domaine du jeu. Tous les domaines. Exemple, pour vous aider, j'ai monté un petit spectacle avec mes frères et sœurs, et ce spectacle a été très réussi. Tout le monde a trouvé que j'avais très bien fait ce spectacle. Autre exemple, mes 2 camarades se sont disputés et j'ai été capable de les réconcilier. Vous voyez, expérience réussie. Vous voyez, à l'école, j'avais des difficultés dans telle matière et un jour j'ai beaucoup travaillé et je suis arrivé à avoir une bonne note. Expérience réussie. En sport, je n'arrivais jamais à, je sais pas, j'en sais rien, à faire tel exercice et à force de volonté d'entraînement, j'y suis arrivé. Ou je suis arrivé à remporter telle course ou telle épreuve. Moi, je me souviens par exemple, le saut en hauteur en Fosbury, j'ai eu 20 au bac parce que j'ai sauté 1,80 m, ce qui est quand même pas mal. Aujourd'hui, merci, je me lance des fleurs. Merci pour votre. Bon, aujourd'hui, j'en serais incapable, avec une petite trampoline peut-être, voyez, mais enfin bon. Bon, expérience, bon, comprenez, je referme la parenthèse. Expérience réussie. Donc, vous voyez, vous faites cela, et donc c'est sûr, après, je ne sais pas, il y en a qui font de la musique, qui pratiquent un art, tout le travail, bien sûr, à l'école, il y en a qui peut-être font du scoutisme, j'en sais rien, d'autres qui font des différentes activités. Vous voyez, ne cherchez pas à vous limiter en disant, mais ça n'a aucun rapport avec un métier, c'est pas ça qui est important. Toutes les expériences réussies, et à côté, troisième colonne, pour chaque expérience, vous essayez d'identifier en réfléchissant, mais qu'est-ce qui fait, quelle a été la clé de la réussite ? Pourquoi j'ai réussi ? Alors, je vous donne là aussi quelques exemples. Par exemple, j'ai réconcilié mes 2 amis. Pourquoi je suis arrivé à les réconcilier ? Parce que j'ai été capable de comprendre leurs 2 points de vue. Et donc, j'ai pu faire le lien, la médiation entre eux. OK. Autre exemple, je suis très volontaire. Quand j'ai un objectif, je mets tous les moyens pour y arriver. OK. Clé de la réussite. Autre cas, j'ai une excellente mémoire, je suis capable d'apprendre des poésies, je suis capable d'apprendre par cœur très facilement. Ok, clé de la réussite. Vous voyez, plein de choses dans les savoir-faire, dans les savoir-être, dans les savoir-transmettre. Hein, c'est les 3 grandes compétences, savoir-faire, savoir-être, savoir-transmettre. Vous voyez, quelle a été la clé de votre réussite ? Ok. Une fois que vous avez rempli, et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, depuis que vous avez 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc normalement, il y a beaucoup de réussites. Mais vous verrez que ce n'est pas si facile que ça quand même.
Deuxième étape, c'est la plus importante. Donc la première étape, c'est de le remplir. Deuxième étape, la plus importante, c'est que vous demandez à quelqu'un de votre connaissance, c'est mieux que ce soit un adulte ou un frère aîné, une sœur aînée, un cousin, un éducateur, enfin, quelqu'un qui vous connaît bien, avec qui voilà, il y a un bon contact, il y a une bonne relation. Pas le pote, parce que le pote, il est trop proche de vous. Mais vraiment, voilà, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous lui demandez un service. Vous lui demandez un service, c'est qu'il vous écoute raconter votre histoire. Ça, c'est le moment le plus important. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas d'écrire sur la feuille, mais vous allez raconter toutes vos réussites. Ce moment-là, il est magique. Pourquoi ? Parce qu'en racontant cela à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de prendre conscience de tout ce que vous portez en vous et dont vous ne vous aperceviez pas parce que vous le viviez comme ça naturellement sans y prendre garde. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous permettre de gagner en confiance, en estime de vous-même. Et la personne qui est en face, pourquoi elle est importante ? Parce qu'elle permet d'objectiver les choses, et puis elle vous pose une question pour préciser telle ou telle chose. Elle vous permet effectivement de rendre bien réel quelque chose qui est en vous, mais que vous aperceviez très mal. Et vous allez vous apercevoir à la fin que toutes ces réussites, en fait, elles sont très cohérentes. Elles sont en train de dresser le portrait robot de votre profil professionnel. Voyez, elles sont en train de baser, par exemple, il y en a qui réussissent beaucoup dans l'aspect relationnel, d'autres dans des choses très techniques, etc. etc. Voyez, la personne dont je parle, le jeune qui est devenu mécanicien sur hélicoptère, dès qu'il était gamin, il réussissait encore une fois à créer des machines, à tout démonter. Vous voyez, s'il en avait pris conscience, il gagnait du temps au moment de son choix. Donc, et une fois que vous avez fait cela, que vous avez raconté à la personne vos réussites, eh bien, vous synthétisez, c'est la dernière étape, étape numéro 3, vous faites la synthèse de toutes les clés de la réussite et vous en sélectionnez entre 5 et 10. Voilà, entre 5 et 10. Et en fait, ces clés de la réussite, ça vous donne les critères de vos choix. Est-ce que telle étude, ça rentre dans mes 5 critères de réussite ou dans mes 10 critères de réussite? Ou est-ce que c'est complètement à côté de la plaque? Et là, déjà, vous allez pouvoir faire le tri. Voilà, en passant, donc je vous assure, hein, faites cet exercice, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, voilà, chacun, vous êtes libre, bien sûr, de le faire ou de ne pas le faire. Dernière partie de mon intervention, j'étais sur l'important, le choix qui porte sur l'important. Mais il y a quelque chose qui va plus loin que ce qui est important et qui est plus nécessaire que ce qui est important. C'est ce que j'appelle le critère essentiel. Et c'est par cela que je voudrais terminer maintenant. Pour vous introduire à cette distinction entre l'important et l'essentiel, j'évoquerai une anecdote qui était une émission télé, il y a quelques années, il y a 8 ans exactement. Je m'en souviens parce que, non, il y a plus de 8 ans, il y a une dizaine d'années. C'était un académicien qui était une des personnalités les plus aimées des Français. Alors peut-être vous en avez entendu parler, mais comme il est mort il y a 8 ans, vous n'étiez pas bien vieux. Il s'appelle Jean d'Ormesson. Voilà, qui est un académicien, qui a écrit beaucoup de littérature. Et il est interrogé par 2 journalistes qui admiraient beaucoup Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson qui commençait déjà à être très vieux, il avait quasiment 90 ans ou un peu plus. Et il lui pose la question, enfin ils lui font la remarque suivante. Ah, monsieur d'Ormesson, le soir de votre mort, quand vous serez sur votre lit de mort, vous pourrez vraiment être fier de toute votre œuvre, toute cette littérature que vous avez produite et qui du coup fait aussi l'honneur et la gloire de la France, puisque c'est la littérature française qui, grâce à vous, a pu rayonner. Vraiment, vous pourrez être fier de votre vie, de la vie que vous avez menée, de l'œuvre que vous avez faite. Voilà, en quelques mots, résumé, ce que disaient les journalistes. Et lui répond, avec un petit sourire en coin, comme un vieux sage qu'il était, il leur dit, mais attendez, vous croyez vraiment que le soir de ma mort, je vais penser à mes bouquins? Non, mais enfin, vous n'y êtes pas. Hein. À quoi je vais penser le soir de ma mort? Le soir de ma mort, je vais penser à ceux que j'ai aimés, peut-être à ceux que j'ai mal aimés, à qui je dois demander pardon, ceux à qui je dois dire merci, ceux à qui je dois dire je t'aime. Voilà à qui je vais penser le soir de ma mort. Mais je ne vais pas penser à mes bouquins. Qu'est-ce qu'il était en train de dire là? Il était en train de faire la différence dans une vie entre ce qui est important, l'œuvre réalisée, et ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui a vraiment donné du sens à ma vie. Ce qui donne du sens à la vie, c'est ça que j'appelle l'essentiel. Et remarquez bien une chose dans l'exemple que je vous donne, c'est que
pour réfléchir à ce qui est essentiel pour notre vie, et posez-vous la question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? C'est souvent la méditation sur la mort qui nous aide, qui ont aidé les philosophes, qui ont aidé les spirituels à réfléchir sur ce qui est essentiel dans notre vie. Souvent, encore une fois, ce n'est pas une réflexion morbide, ce n'est pas une réflexion macabre ou pessimiste, mais la mort est un tel absolu que tout de suite, tout ce qui est relatif, tout ce qui n'est pas important disparaît. Il reste tout de suite ce qui est essentiel. Là aussi, malheureusement, l'histoire que je vous raconte, ou l'illustration est un peu tragique, mais elle illustre ce que je suis en train de dire. À l'époque, dans des attentats du World Trade Center aux États-Unis, quand les avions sont crashés, on a retrouvé les enregistrements téléphoniques des derniers appels de ceux qui étaient dans l'avion et qui avaient compris que pour eux, ça allait s'arrêter là, qu'ils allaient mourir. Et c'est extrêmement émouvant de voir, d'écouter ces bandes son de ces personnes qui allaient mourir. Et qui est-ce qu'ils ont appelé? Ils n'ont pas appelé, voilà, je vous appelle patron parce que je ne serai pas là aujourd'hui. D'ailleurs, je ne serai pas là ni demain, enfin, je ne serai plus jamais là, quoi. Ils n'appellent pas leur patron. Ils ne vont pas appeler Dormesson, il n'aurait pas appelé son éditeur pour son dernier bouquin. Mais vous n'allez pas appeler le CPE en disant je ne serai pas là ce matin à l'école. En fait, qui est-ce qu'on appelle? On appelle ceux qui, pour notre vie, sont essentiels. Et voilà ce qui s'est passé. Ils ont appelé qui? Un père, qui? Une mère, qui? Un époux, une épouse, un enfant, un fils, une fille. Voilà un ami. Voilà les gens qui ont été appelés. Vous voyez, pour vous dire que l'expérience de la mort nous aide à mieux comprendre ce qui est essentiel pour notre vie. Hein, le grand Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, écrit cette phrase très belle, ce qui donne un sens à la mort, voilà ce qui donne un sens à la vie. Voilà ce qui me permet effectivement de pouvoir me battre quand il y a des difficultés dans la vie. Voilà ce qui me permet d'avancer quand il y a des épreuves dans la vie. C'est ce qui est essentiel. Ça n'enlève pas les épreuves, ça n'enlève pas les difficultés, mais ça me permet d'avancer, de grandir. Et si le bonheur est possible, il sera du côté de ce qui est essentiel. Voyez. Et donc, quand vous allez poser votre choix Parcoursup, c'est la première question qu'il faut se poser. Illustration, là encore, cette étudiante qui vient me voir pour que je l'accompagne dans son orientation, elle hésitait entre deux masters. Un tel master, avantage, inconvénient. Tel autre master, avantage et inconvénient. Et elle dit, j'arrive pas à choisir parce qu'il y a des avantages dans les deux, il y a des inconvénients dans les deux. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors, je l'écoute, et puis à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez vivre? En gros, sans lui dire, je lui posais la question de l'essentiel. C'est-à-dire que si vous ne savez pas vers où vous voulez aller dans votre vie, vous êtes incapable de choisir si vous voulez faire tel master ou tel autre master. Et je lui prends l'exemple. Si vous arrivez, vous êtes en voyage, et vous arrivez à un moment donné, il y a un croisement, une route qui va à droite, une route qui va à gauche. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller à droite ou à gauche? Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'en savez rien. Je vais à gauche si je veux aller là. Mais si je veux aller là, je prends le chemin de droite. Et si je ne sais pas où je veux aller, je suis incapable de choisir entre aller à droite ou aller à gauche. J'en suis incapable. Donc vous voyez bien, au moment de faire Parcoursup, la première question, avant de savoir ce qui est important, avant de savoir quel est votre profil de qualité, votre profil de compétence, la première chose à se poser comme question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que vous voulez vivre d'essentiel dans votre vie? Alors il est normal qu'à vos âges, ce ne soit pas forcément très clair, mais il faut déjà commencer à se poser. Hé, jeune homme, oh, c'est ici que ça se passe, hein, on est OK? Si vous voulez intervenir, vous levez la main et je serai très heureux de vous donner la parole. OK, donc il n'y a aucune raison de vous retourner. Et donc, vous voyez, vous ne pouvez pas choisir si vous ne savez pas où vous voulez aller. Hein. Et donc, la question de l'essentiel, elle est primordiale. Vous ne pouvez pas faire un choix qui va concerner une grande partie de votre vie si vous ne vous êtes pas interrogé sur ce que vous voulez vivre d'essentiel dans votre vie. Et déjà, ça, la réponse que vous avez donnée va éliminer plein de possibilités. Alors, j'ai dit tout à l'heure, et je vais arriver tranquillement à la fin de mon propos, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut se tromper sur l'important. On peut faire marche arrière, on peut même dans une vie évoluer dans sa carrière. Avec l'intelligence artificielle, ça va être quasi inévitable. Donc vous voyez, c'est normal. Par contre, échouer ou se tromper sur l'essentiel, là, c'est le risque de rater sa vie. Et si vos parents doivent être inquiets pour vous parce qu'ils vous aiment, c'est sur l'essentiel, ce n'est pas sur l'important. Sur l'important, ils doivent être vigilants, ils doivent vous accompagner. Mais l'inquiétude profonde, si inquiétude il doit y avoir, doit porter sur l'essentiel. Parce que c'est là où se joue la réussite ou l'échec de votre vie. Alors, la conclusion que je voudrais apporter, c'est comment je peux arriver à comprendre ce qui est essentiel pour ma vie humaine.
Et je vais vous donner une piste de réflexion. Ce sera à vous de la prolonger, chacun pour vous, parce que vous êtes tous différents, et que forcément la réponse va être marquée par vos différences. Ce qui est essentiel, comment je le découvre pour moi qui suis une personne humaine? Qui suis-je? Voyez, qu'est-ce que je suis? Je suis un être humain, ok, mais je suis un être humain singulier. Je suis unique. Mon code génétique, mes empreintes digitales le disent. Hier, il y avait 2 jumeaux en seconde. Mais même, ils se ressemblent beaucoup, mais en même temps, on voit bien qu'ils sont un peu différents. Et qu'est-ce qui va manifester, et vous allez voir où je veux en venir, qu'est-ce qui va exprimer mon identité, ce que je suis, qui je suis? En répondant à cette question, c'est la question du sens de la vie qui va apparaître, vous allez voir. Ce qui exprime le plus ce que je suis, et qui exprime le plus qui je suis, c'est mon visage. Sur les photos d'identité, oui, mon identité, c'est le visage qui exprime. Par mon visage, je n'ai pas une gueule, parfois le matin je peux avoir une sale gueule, mais c'est une manière de parler. J'ai un visage qui fait que mon visage dit que je suis un être humain. Les animaux n'ont pas de visage, ils ont des gueules. Peut-être on peut dire des faces. L'homme, il a un visage. Et le visage dit son humanité. Vous allez voir où je veux aller. Et en plus, mon visage dit que je suis un être humain, mais un être humain unique, pas 2 visages pareils. Des visages qui se ressemblent, ok, ça existe, mais pas 2 visages identiques. Donc, vous voyez, le visage exprime mon identité humaine en même temps que mon identité singulière, unique. Ce qu'il y a d'étonnant avec le visage, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, c'est que cette réalité qui exprime le plus qui je suis, que je trimballe tous les jours, je ne peux pas faire un pas à droite ou un pas à gauche sans qu'il soit là. Je suis la seule personne au monde à ne pas être capable de le voir en vrai. Moi, vos visages, je les vois tous. Vous, le mien, vous le voyez. Mais moi, mon visage, je ne le verrai jamais en vrai comme vous le voyez. Alors, vous allez me dire, il y a quand même des miroirs, il y a quand même des photos. Oui, je sais un peu à quoi je ressemble, et vous savez un peu à quoi je ressemble. Surtout quand on est ado, on se regarde souvent dans un miroir, donc on sait un peu à quoi on ressemble. Mais le miroir, remarquez bien, vous voyez à l'envers. Les lois de l'optique font que ça inverse votre visage. Donc déjà, ce n'est pas le visage tel que les autres le voient. Les photos, parlons-en des photos ou les vidéos. Sur vos réseaux sociaux, il y a les photos de vous que vous mettez, et il y a les photos de vous que vous ne mettez pas. Et pourquoi? Parce que la photo, elle me transforme. Soit elle m'avantage, tant mieux, soit elle me désavantage, tant pis. Mais vous voyez bien que la photo, elle me modifie. Et moi, je n'ai accès qu'à des photos ou je n'ai accès qu'à un miroir qui me fait voir à l'envers. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que mon visage, qui dit le plus qui je suis la seule personne au monde à ne pas être capable de le voir et de le connaître en vérité. Ça, c'est un peu perturbant quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le philosophe, il aime bien réfléchir, il aime bien se poser des questions et trouver des réponses. Et il comprend que, mais si ce qui exprime le plus mon identité, je suis le seul à ne pas être capable de le voir en vrai, ça veut simplement dire une seule chose, c'est que ce que je suis et qui je ne le suis pas pour moi, je le suis pour les autres. Le visage me fait comprendre que essentiellement, et vous voyez l'essentiel apparaît, essentiellement, je suis un être pour les autres. Je suis un être pour me donner aux autres. Donc on comprend à partir de là que rien d'essentiel dans une vie ne pourra se vivre sans, d'une manière ou d'une autre, et il y en a autant qu'il y a d'individus sur la Terre, je suis fait pour me donner aux autres. Que je sois quelqu'un qui soit un scientifique qui étudie dans son laboratoire, que je sois un commercial, que je sois un prof, que je sois un artisan, etc., etc., que je sois un ingénieur en informatique et spécialiste dans les prompts de l'intelligence artificielle, je suis un être essentiellement pour les autres. Et donc, vous voyez, rater l'essentiel, ce serait quoi? Ce serait vivre uniquement en égoïste. Ce serait uniquement vivre pour sa pomme. Ce serait uniquement vivre de manière égocentrique. Là, effectivement, je pourrais avoir des compétences, je pourrais gagner beaucoup d'argent, me faire plein de fric, comme on dit vulgairement, mais je risque de rater ma vie parce que je risque de rater l'essentiel. C'est pas pour rien que dans Dorian Gray, ce qui se joue, c'est le portrait, c'est le visage, souvenez-vous. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que derrière le choix de Parcoursup, la première question qui se pose par rapport à l'essentiel, mais comment je peux me donner dans ma vie? Après, encore une fois, en fonction de votre compétence,
de votre profil professionnel, de votre profil de compétences, de vos talents, eh bien, effectivement, il y a des moyens qui vont vous correspondre mieux que d'autres. Et l'exercice que je vous ai dit tout à l'heure est là pour vous aider à découvrir le vôtre. Mais derrière cela, la question qui se pose de manière essentielle, vous voyez, c'est effectivement pour qui me donner. Alors, il ne s'agit pas et comment me donner. Il ne s'agit pas de se donner comme un esclave va donner de sa personne à un maître tyrannique. Il s'agit de le faire effectivement dans une relation, je dirais, qui soit de respect, dans une relation bienveillante, que le don que je fais de moi-même ne soit pas le don servile de l'esclave, mais le don de l'homme libre, de la femme libre, qui veut quelque chose de grand pour lui et pour les autres, qui veut œuvrer à un bien qui soit un bien commun et qui ne soit pas simplement un bien purement individualiste. Vous voyez, l'enjeu, et ce sera le mot de la fin de mon propos, vous voyez, l'enjeu de notre époque qui est marqué par l'individualisme, c'est comme ça. C'est notre histoire qui fait que nous en sommes là, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée, l'histoire qui fait qu'on est marqué par l'individualisme. Moi, autant que vous, hein, je ne me mets pas en dehors du truc, fait que cet individualisme, il aboutit à une impasse. Il aboutit à une population qui est fragmentée, qui n'arrive plus à trouver des raisons d'être et trouver des raisons de vivre ensemble. Je crois qu'il y a un enjeu énorme pour votre génération dans ce moment de bascule civilisationnelle, de bascule technologique. Il est capital qu'il y ait des gens cultivés, pétris d'humanisme tel que je l'ai évoqué, et qui sont capables et qui ont le désir de pouvoir se donner pour les autres. Vous voyez, on a besoin de vous aujourd'hui. On a besoin de jeunes comme cela aujourd'hui. Le jeune égoïste qui ne pense qu'à lui, en fait, c'est la mort de la société et ce sera sa propre mort symbolique, si vous voulez. Ce sera l'échec d'une vie. Pourquoi ? Ce n'est pas une leçon de morale que je suis en train de vous donner. Je suis simplement en train de tirer les conséquences que nous avons un visage et en plus nous sommes doués de parole. Si nous sommes doués de parole, c'est pour communiquer aux autres. Si nous avons un visage, c'est pour être en relation avec les autres. Et c'est pour ça qu'au moment du Covid, quand on cachait les visages, il y a quelque chose, vous voyez, qui blesse l'humanité. Parce qu'on a besoin de voir le visage de l'autre pour pouvoir être capable de se donner dans cette relation réciproque. Voilà. Alors, le vœu que je fais pour vous, eh bien, c'est de rentrer dans cette démarche Parcoursup de manière très sérieuse. C'est important et encore plus, c'est essentiel. Faites-vous aider et posez-vous les bonnes questions et moyennant quoi, eh bien, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Je vous souhaite vraiment un bon courage pour votre vie future. C'est tout le meilleur que je peux vous souhaiter. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Gaillac, merci. Vous avez remarqué qu'en plus du grand papier que vous avez un petit papier. Donc, on va vous laisser 3-4 minutes pour faire remonter toutes les questions que vous auriez envie de poser. Voilà, il nous reste une vingtaine de minutes. Si certains ont déjà une question en tête, n'hésitez pas à l'écrire rapidement. Vous levez la main discrètement et puis moi, je viens chercher les papiers et comme ça, on peut répondre assez rapidement aux premières questions. Alors, je vais en profiter pendant que certains écrivent donc une question. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, parmi les possibilités, il y en a plusieurs. Je n'hésite pas à présenter donc l'école dans laquelle j'enseigne, où certains de vos anciens sont devenus étudiants. Je pense à l'une d'entre elles qui est encore chez nous. N'hésitez pas à venir prendre un petit papier qui indique, vous voyez, qui propose des journées d'immersion. Si vous êtes intéressé donc par la psychologie, si vous êtes intéressé par la philosophie, vous avez vu l'importance, et je ne le dis pas parce que c'est la fac où je travaille, mais vous avez là effectivement un parcours d'études extrêmement pertinent pour les années qui viennent, en termes effectivement de capacité de réflexion, de compétences. Qui plus est, j'insiste, nos étudiants qui passent par la philo retrouvent ensuite plein de filières extrêmement diversifiées qui vont du journalisme, qui vont d'écoles de commerce qui font partie du top 5. Je vous assure, on a de très beaux parcours, des étudiants qui se retrouvent maintenant journalistes au Figaro après des stages extrêmement importants, dans le domaine bien sûr de l'enseignement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, vous voyez, dans plein de domaines, par la philo et de manière pertinente, étant donné le contexte que je vous ai donné. Si vous êtes curieux pour découvrir, n'hésitez pas à venir prendre un papier ou à me poser des questions. Et nous proposons des journées d'immersion pour découvrir une journée d'études type... Simplement deux choses et après je m'arrête là. On propose plusieurs formations, donc licence de philo, licence de psycho, parcours d'excellence, double licence, licence philo-psycho,
Et en partenariat avec une université qui est en Vendée, double parcours philo-droit, philo-Sciences Po, qui sont suivis par des masters en alternance que nous avons, qui permettent de prolonger, je dirais, la formation. Et également un parcours paréo pour ceux qui hésitent après la terminale, qui ne savent pas trop encore quelle orientation prendre. Une année de mise à niveau, de perfectionnement des compétences et d'orientation pour ensuite développer un parcours universitaire dans les meilleures conditions. Voilà, n'hésitez pas à venir vous renseigner si ça vous intéresse et je vous répondrai à vos questions. Vous en voulez aussi ? Et exactement. Eh bien, écoutez, là, on a plusieurs étudiants, effectivement, qui sont dans ces domaines-là, dans la presse nationale ou la presse régionale. On a radio, presse écrite et télévision même. Alors, je commence à répondre aux questions. Au fur et à mesure que les questions remontent, on va y répondre. Donc, on se met à écouter. Et sinon, ce seront des questions Dans l'essentiel, est-ce qu'une création artistique révèle ce qui est une personne ? Très belle question. Alors, pour petite confidence, donc j'enseigne la philosophie, je ne l'ai pas dit au début, j'enseigne la philosophie éthique, morale, mais aussi j'enseigne la philosophie de l'art. Donc les questions qui touchent à l'art m'intéressent particulièrement. Et je dirais que l'art, avec l'art, nous sommes sur une discipline intermédiaire. C'est-à-dire que, à la fois, c'est dans le domaine de l'important, on réalise des œuvres, et donc il y a quelque chose, effectivement, de soi, d'important qui peut se manifester. Mais l'art a cette particularité qu'elle fait le trait d'union, qu'elle fait la jonction avec ce qui est essentiel. Parce que même si, effectivement, dans l'art, on est dans quelque chose qui est lié à une compétence, un savoir-faire, c'est une compétence et un savoir-faire qui font signe vers l'essentiel, qui nous instruisent, qui nous cultivent par rapport à ce qui est essentiel. Et c'est vrai que les parcours artistiques, de ce point de vue-là, sont très intéressants parce qu'ils touchent à la fois à l'important et à l'essentiel. Donc effectivement, est-ce que ça révèle ce qu'est une personne ? Eh bien, d'une manière particulière, ça révèle ce qu'est une personne, tout à fait, comme le trait d'union. Je le dis, bon, pardonnez-moi, parce que je suis concerné, mais vous voyez, le philosophe ou le prof de philo touche à la fois, bien sûr, à ce qui est important. Il y a une compétence que j'ai acquise dans mes études et par mon expérience, mais également, vous voyez bien qu'on touche aux questions qui sont essentielles pour l'homme. Donc vous avez des métiers, il y a quelques métiers, d'ailleurs c'est souvent les métiers qu'on appelle les métiers vocation. C'est quoi un métier vocation ? Il y a plusieurs manières de le définir. Hein. Les métiers vocation, c'est des métiers où, bien sûr, il vous faut une compétence, et donc il faut que vous ayez des qualités, des talents qui soient liés à cette compétence, mais c'est des métiers qui vous mettent face à ce qui est essentiel dans la vie des gens. C'est ça les métiers vocation, et qui fait que vous ne comptez pas vos heures, et qui fait que souvent c'est des métiers qui sont portés par une passion. Vous voyez, c'est les métiers vocation. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, il y en a plusieurs. Hein. Tous les métiers ne sont pas des métiers vocation, hein, et on n'est pas obligé de faire un métier vocation, mais ça existe. Et de ce point de vue-là, effectivement, on peut tenir ensemble l'important et l'essentiel. Oui, bien fort. J'entends pas votre camarade. Alors, un métier passion, comment dirais-je, c'est un métier qui, effectivement, je dirais, vous donne un élan, vous donne une motivation incroyable, où vous ne comptez pas non plus vos heures, mais qui ne concerne pas forcément ce qui est essentiel dans la vie des gens. Je pense par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui sont dans la mode, et c'est une vraie passion, mais on voit bien qu'on est sur quelque chose d'important, mais pas forcément d'essentiel. Donc effectivement, on pourrait faire une catégorie, hein, les métiers passion, les métiers vocation, je dirais, et les métiers, on pourrait dire service, dans le sens où j'apporte quelque chose pour moi-même et pour les autres, qui fait qu'un métier peut être à la fois les trois, mais peut être un des trois, ou 2 sur 3. Alors, je prends d'autres questions. Pourquoi être si pessimiste en disant que l'IA est le plus gros changement de l'humanité ? Alors, quand on dit que c'est un changement, ce n'est pas forcément être pessimiste. Parce que le changement, ça peut être aussi optimiste, ça peut être aussi positif. Donc le mot changement, il ne dit pas pessimisme, il dit changement, il dit bouleversement. Et quand il y a un bouleversement, bah, il faut s'y préparer.
Donc, avec un grand changement, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez raison, il y en a eu plein d'autres, vous avez raison. Alors celui-ci, il est quand même particulier, hein. Renseignez-vous un peu si ces questions-là vous intéressent. Tous les changements n'ont pas la même portée dans les conséquences, hein. Avec l'IA, on est quand même sur un changement très particulier. Mais vous avez raison, quand il y a un changement, il va y avoir des effets négatifs, pervers, et il va y avoir des acquis, des choses positives. Donc quand je dis attention, il faut vous préparer, il faut que vous soyez adapté, je ne dis pas que c'est pessimiste, hein, voilà. Donc il y a des dangers, il faut les connaître, mais il y aura aussi des opportunités. Donc voilà, attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas voulu dire. Alors quand vous dites se donner aux autres, quand on se donne, vous entendez la compassion. Voilà, un nom que je n'ai pas utilisé, mais je ne l'exclus pas non plus. L'empathie, mais ce n'est pas la chose valorisée à l'heure actuelle. Alors attention, quand je dis se donner aux autres, j'ai dit il y a 1000 manières, et plus encore, de se donner aux autres. Il y a des manières, effectivement, qui vont être liées à une capacité d'empathie, une capacité de comprendre les émotions des autres, et donc ça va me permettre de rendre certains services. Ça, c'est une manière de se donner aux autres. Le scientifique dans son laboratoire, qui peut-être n'est pas très empathique, à travers les recherches qu'il fait, il se donne aux autres aussi, il peut se donner aux autres. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche à découvrir des choses qui vont détruire l'humanité, ou est-ce qu'il cherche quelque chose qui va pouvoir servir l'humanité? Donc vous voyez, la notion de don aux autres ne se réduit pas à ma capacité d'empathie. Il y en a qui ne sont pas très empathiques, et ça n'en fait pas des mauvaises personnes. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas capables de se donner aux autres. Cela dit, je lis la fin de votre phrase, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne développe pas forcément beaucoup, quoique, c'est les deux. Je trouve que, moi je suis donc prof, hein, et donc je vous vois arriver après votre bac, et je trouve que les jeunes sont plutôt beaucoup dans l'empathie, hein, beaucoup dans la compassion. Je ne trouve pas que les jeunes d'aujourd'hui sont des gens qui, émotionnellement parlant, sont coupés de leurs émotions. Je crois que c'est plutôt le contraire. Et même parfois, ces émotions, elles sont un peu envahissantes. Et parfois même, les jeunes ont du mal à les gérer. Beaucoup disent, moi je suis submergé par mes passions. Pour vous dire un exemple, hein, je ne vais pas faire un coup là-dessus. Un jour, il y a une personne, il y a un étudiant dont le meilleur ami est mort de manière tragique. Une autre personne qui connaît, qui est camarade de classe, qui ne connaît pas du tout l'ami en question, qui ne le connaît pas du tout, ne peut pas venir en cours, traumatisée qu'elle est, parce que ça lui a rappelé le jour où elle aussi, elle a perdu son ami. Alors que vous voyez, cette histoire ne la concernait pas. C'était pas quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc pour vous dire que vous voyez, les émotions des uns, on est tellement empathique qu'on est submergé par l'émotion de l'autre, qui fait que soi-même, toutes nos émotions remontent et qu'on a un mal fou à les gérer. Donc je ne dirais pas qu'aujourd'hui les jeunes manquent d'empathie. Je dirais même au contraire qu'ils en ont beaucoup et parfois tellement qu'ils ont du mal à la gérer. Moi je dirais plutôt cela. Donc ça c'est pour la seconde partie de votre remarque. Pour la première partie, se donner aux autres n'exige pas d'avoir une grosse empathie. Il s'agit de vouloir et d'avoir l'intention de ce que l'on fait, ne pas le faire uniquement de manière égoïste, pour uniquement sa gloire, pour son argent, pour sa sécurité personnelle, mais être capable de le faire aussi comme un service. Et on peut être tout à fait dans un métier où on travaille seul, mais ce que l'on fait, on le fait comme un service pour les autres. Oui. Allez-y, je vous écoute. Merci pour vos questions en tout cas. Oui. De ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais, ou plutôt vers la quête d'être bon dans chacune de nos actions. Ok. Vous voyez, ce qui est curieux, alors ce que j'aurais pu dire, du coup, votre question va me permettre de le préciser. Ce qui est curieux, quand je suis le plus moi-même, quand je suis une personne bonne, en fait, je ne me vois pas. C'est le capitaine Haddock, vous savez, enfin, qui montre le contre-exemple dans Vol 717 pour Sydney, ou je ne sais plus combien, qui voit un bonhomme qui est en train de... Il croit que c'est un clochard, en fait c'est un milliardaire, mais il ne le sait pas parce qu'il est habillé comme un clochard. Le gars, il éternue, il y a son chapeau qui tombe par terre. Le capitaine Haddock ramasse le chapeau et dans une grande générosité, discrètement, glisse un billet dans le chapeau. Le gars, il ne voit pas le chapeau, il y a le billet qui pend comme ça. Enfin, bon, il y a le côté BD qui est assez rigolo. Et puis après, on s'apercevra que le gars est un milliardaire, donc il n'a absolument pas besoin du billet. Mais ce qui est intéressant, c'est que le capitaine Haddock, lui, il y a l'effet rétroviseur. Il se revoit, il se regarde
en train de faire son geste généreux. Et il se fait pleurer lui-même, vous voyez, en disant « Ah, tout ce que j'ai fait, tout le monde l'aurait fait, c'est naturel. » Et puis il se fait pleurer lui-même, quoi. En fait, il est en train de se regarder, quoi. Et quand on se regarde, on ne se donne plus. Donc il y a quelque chose qui est très curieux, c'est quand je suis pleinement moi-même, quand j'ai la meilleure version de moi-même, je ne me vois pas à ce moment-là. Alors comment j'arrive à me connaître? Comment j'arrive à savoir qui je suis? Et comment j'arrive du coup à avoir une certaine confiance en moi? Eh bien c'est là où la notion de relation est indispensable. Je suis capable de comprendre qui je suis à travers l'acte de gratitude et de reconnaissance que l'autre va me renvoyer comme un miroir. Quand il va me dire « ce que tu as fait, personne ne l'avait fait pour moi ». Merci. Vous voyez, le fait de dire merci à quelqu'un, c'est énorme de dire merci. C'est que vous êtes en train de lui faire prendre conscience qu'il a fait quelque chose qui était bon. Quand on ne dit jamais merci, vous voyez, on ne donne pas la possibilité à l'autre de comprendre qu'il y a quelque chose de bon en lui. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts. Hein. Dire oui, oui, je t'ai rendu service, mais j'ai des défauts. Oui, je sais que tu as des défauts, je te connais. Mais là, tu m'as rendu service et je te dis merci pour ça. Donc au fond, vous voyez, comment j'arrive à... Vous voyez, le miroir dont on parle dans Dorian Gray, ce miroir, en fait, c'est les autres vis-à-vis de moi. Et je le suis vis-à-vis d'eux. C'est pour ça qu'on est des êtres relationnels, le visage. Fait que c'est dans le visage de l'autre que je vais pouvoir comprendre qui je suis et ce que je suis. Alors pas dans n'importe quelle relation, c'est vrai, pas des relations toxiques, pas des relations de dominant à de dominé, pas des relations d'abus, mais des relations respectueuses où chacun a une bienveillance à l'égard de l'autre et qui fait qu'on va être capable de se dire merci. Et selon la relation, le merci peut être plus ou moins fort, plus ou moins grand. Quand on dit merci pour une vie entière, ce n'est pas la même chose quand on dit merci pour un petit service passager. Mais dans les deux cas, c'est la même logique qui se met en place. Donc vous voyez, se connaître soi-même et vivre de l'essentiel en se donnant soi-même, c'est le même acte qui trouvera, je dirais, son retour dans la gratitude de l'autre. Merci pour votre question. Alors encore, merci en tout cas, il y a plein de questions. Pensez-vous qu'il est possible de passer par qui nous passionne sans se perdre? Alors, je n'arrive pas à lire par tous les métiers, pardon, par tous les métiers. Okay, j'y suis. Pensez-vous qu'il est possible de passer par tous les métiers qui nous passionnent sans se perdre? En fait, d'abord, vous ne pourrez pas passer par tous les métiers qui vous passionnent. Vous n'en aurez pas le temps, vous n'en aurez pas l'énergie, vous n'en aurez pas le capital de vie et vous n'en aurez pas forcément le talent. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le talent pour faire plusieurs métiers qui peuvent vous passionner. Et pour vous répondre d'une manière, je ne prétends pas clore la question, mais moi-même, à un moment donné de ma vie, j'ai été consultant en bilan de compétences. C'est-à-dire que j'ai accompagné des personnes qui avaient 10 ans, 20 ans de métier et qui voulaient, je dirais, évoluer, changer dans leur vie professionnelle. Et de fait, on a fait un travail qui leur a permis à certains de vivre autrement le même métier et d'autres de changer complètement de métier et de passer de tout au tout. Donc de fait, on a cette capacité de pouvoir vivre plusieurs passions dans une vie. Et je vous dis, les États-Unis, de ce point de vue-là, nous rappellent que, vous voyez, on peut être au départ vendeur de cacahuètes, acteur de cinéma, et devenir un jour président de la République. C'est déjà existé. Oui, Ronald Reagan était d'abord un acteur de cinéma avant d'être président de la République. On peut être Schwarzenegger et ensuite s'occuper de sénateur de la Californie. Alors je ne sais plus maintenant ce qu'il fait. Donc pour vous dire qu'aux États-Unis, ce genre de carrières, elles ne sont pas étranges, elles sont, je dirais, normales. Dans notre société occidentale, européenne, on a moins cette habitude-là. Donc oui, on peut vivre plusieurs passions, on peut vivre plusieurs métiers dans une vie, mais vous voyez, il faut éviter le risque, c'est la dispersion. Pourquoi? Et je finis ma réponse par là. C'est que si vous vous dispersez dans plusieurs passions, vous ne deviendrez jamais compétent vraiment dans aucune. Il faut du temps, il faut de l'expérience pour acquérir une vraie compétence et pour aller au bout de sa passion. Donc attention au papillonnage qui en fait qu'on n'aboutit vraiment à aucune vraie compétence, à aucune vraie qualité professionnelle. Cela étant dit, on peut vivre plusieurs passions dans une vie professionnelle. Vous m'arrêtez, hein, M. Delsuc, que je n'ai pas la montre. Puisque nous sommes là pour être avec les autres, alors comment expliquer le besoin de se retrouver seul au calme? Très bien. Là encore, vous avez tous des caractères différents. Vous avez des caractères, certains, très extravertis, qui ont besoin de beaucoup de relations, et parfois à l'excès d'être tout le temps dans l'interaction, qui devient presque une agitation.
Et vous avez d'autres caractères qui ont besoin souvent de se retrouver seuls pour pouvoir cogiter, pour pouvoir penser, qui aiment souvent connaître, qui aiment souvent être experts de quelque chose. Dans les deux cas, vous voyez, que je sois quelqu'un qui est beaucoup dans la relation ou quelqu'un qui a besoin de son espace vital, qui a besoin, je dirais, de son lieu à lui, de sa tranquillité, de son indépendance. Je dirais, on a besoin des deux dans les deux cas. Celui qui est beaucoup dans l'agitation a nécessairement besoin de se retrouver seul de temps en temps s'il ne veut pas être quelqu'un de complètement superficiel à force d'être dispersé. L'autre aura besoin, même s'il a besoin de solitude, même s'il a besoin de se retrouver, je dirais, avec lui-même, aura besoin d'être en relation avec les autres parce que lui aussi a une grande sensibilité. Parfois, elle ne se voit pas beaucoup à l'extérieur parce qu'il est quelqu'un de réservé, qui ne sourit pas beaucoup, mais qui a une grande sensibilité. Et cette sensibilité, il a besoin aussi de la relation aux autres. Alors sur un mode plus pudique, sur un mode plus réservé, et on est tous différents, on n'a pas à être tous pareils, mais il aura aussi besoin de cette relation aux autres. D'ailleurs, comment il la recherche souvent? Parfois, c'est des profils geeks, qui vont chercher des relations sur l'ordinateur avec des amis virtuels, qui du coup les rassurent parce qu'il n'y a pas la confrontation réelle, mais qui en même temps restent frustrantes et limitées, parce qu'une relation virtuelle, ce n'est pas une relation réelle. Et si nous avons un visage, c'est pour vivre des relations réelles. Mais on est tous différents. Certains ont besoin de beaucoup, d'autres ont besoin de moins. Dans tous les cas, on a besoin de relations. Et c'est apprendre à se connaître que de le comprendre. Quel est le conseil le plus précieux qu'on vous a donné? Ah, bonne question. Quel est le conseil le plus précieux Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas si c'est un conseil qu'on m'a donné. Ah si, quand même. Si, quand même. Je vais le formuler comme ça. Mais le conseil qu'on m'a donné, c'est que c'était de me dire, d'avoir entendu, j'avais 16 ans et demi, quand on m'a dit que en fait, j'étais fait pour, pas moi, uniquement moi, mais nous étions faits, des êtres humains, et donc moi en particulier, parce que j'en fais partie de cette race, nous étions faits pour, je dirais, de grandes choses, nous étions faits pour un grand bonheur, et que c'est ça que nous devions chercher par-dessus tout. Alors, ce n'était pas formulé dans ces termes. Derrière ça, il y avait aussi une vision religieuse qui était liée à la question de la sainteté. Au fond, nous sommes faits pour être des saints et pas moins que cela. Et ça m'a profondément marqué dans la suite.